Combien y a-t-il à votre avis, combien y a-t-il de pollution lumineuse, de sortes de pollution lumineuse? Autant que de vie. Autant que de vie. Oui, d'accord, mais lesquels par exemple? L'éclairage public, les immeubles de bureaux, les enseignes. Alors ça, c'est les sources, d'accord. Alors, les sources, d'accord. Donc les bureaux, l'éclairage public. Les enseignes. Les enseignes, d'accord. Les témoins de tension, ok. Oui, la Tour Eiffel. Les véhicules. Hein, Les néons sous dans les le rapport de sous le contrôle de la spécialiste. Alors, les voies et les axes de communication. Les lignes ferroviaires, les torts. Les torchères, des puits d'extraction qui brûlent sans arrêt de gaz. Et puis, pensez aux catastrophes naturelles. Les incendies. Ouais. Alors ça, c'est les sources. Et c'est quoi les conséquences? Ça fatigue la rétine. Ça fatigue la rétine, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça va là. Oui, David? On voit plus les étoiles. Voilà, on voit plus les étoiles. Et donc il faut aller dans des endroits très sombres pour voir les étoiles. Le contact avec l'univers. Et donc ça limite effectivement l'inspiration des poètes, ça limite l'inspiration des futuristes, c'est pas qu'on a plus en fait, mais ça déroute Les animaux, les oiseaux, les abeilles. la nuit. Non, mais même. Encore, ça vole la nuit, mais pas en France. Les abeilles me poissent 8 cases à 10. Il y a des abeilles partout ici. Et en vue du ciel, c'est de la cartographie du monde occidental. On réduit la consommation d'énergie dans le monde. Ouais. Ah oui, ça. Ok. Bien. Alors, et sur l'homme? Et la femme? Sur la femme et l'homme? Le sommeil, trouble du sommeil, oui. Bon, perte de poids, l'intensité osseuse. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vitamine D, les médecins, vitamine D, vitamine D, vitamine D, même pour les mecs, hein, vitamine D, voilà. Les cancers, etc., etc. Et personne ne parle de la végétation? C'est la végétation. Bravo. Ok. Alors, Sandra, si tu veux venir, parce que toi, il n'y a pas de son sur Sandra, c'est que des images. Non, je ne vais pas parler, je vais juste. Voilà. Non, mais il n'y a pas de son sur tes slides. Okay. Alors, ouais. C'est quoi la bioluminescence? C'est l'explication, c'est quoi la bioluminescence? Alors, la bioluminescence, c'est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière. Donc, dans la nature, ce sont les lucioles, les verbisans, les champignons. Ça, c'est sur Terre. Et il faut savoir que dans la mer, il y a plus de 80% des animaux qu'on connaît, on n'en connaît pas beaucoup, qui sont capables de produire cette lumière de bioluminescence. Et donc c'est une caractéristique qui est juste commune dans la mer. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à partir du moment où la nature a fait presque 4 milliards d'années de recherche et développement pour réussir à faire une lumière qui est efficace, pourquoi est-ce que simplement on ne copierait pas la même chose pour résoudre des problématiques qui sont effectivement liées à la pollution lumineuse, mais aussi à la consommation des ressources naturelles pour la fabrication des LED par exemple, mais aussi la consommation d'électricité liée à tout ça, et puis la fin de vie à gérer qui est compliquée aussi. La fin de vie de? La fin de vie des LED par exemple, la fin de vie des LED. ou des ampoules qui sont faites. Bien. Tu as atterri à quelle heure? À 6 heures. 6 heures. Tu viens d'où? De Dubaï. Ça s'est bien passé? Très bien. Tu as signé un contrat? C'est pas loin. Alors, c'est Dubaï ou France? Le contrat? Non. Ah, ton avenir professionnel. Ah bah c'est une bonne question parce que parce qu'en fait on est en train de regarder beaucoup à l'étranger parce que quand on fait de l'innovation de rupture, on est confronté à des problématiques réglementaires et qu'il y a un moment donné où quand on n'arrive plus à avancer là où on est, et ben on va voir ailleurs et on va développer son projet ailleurs, même si la France nous soutient et nous finance beaucoup, ce qui est bien dommage. Alors, Sandra Ray, fondatrice de Glowy, t'es ni chercheuse. C'est venu comment déjà, avant que tu nous expliques le concept? Voilà, dis-nous. C'est assez surprenant quand même.
Alors moi je suis designer de formation et pendant ma dernière année d'école de design, j'ai participé à un concours qui s'appelait le prix Art Science, qui est organisé par un professeur de génie médical d'Harvard et qui en gros réunissait des élèves ingénieurs et des élèves designers autour de thématiques, en général scientifiques, dans le but non pas de faire un projet scientifique, mais plutôt de trouver un peu des réponses différentes à des questions. Et le thème en 2013 était la biologie synthétique. La biologie synthétique, c'est le mix entre la science de la biologie, la science du vivant et l'ingénierie informatique. Et donc la faculté finalement de coder de l'ADN exactement comme on ferait du code informatique, puisque chaque code répond à une fonction. Et donc ce concours-là, pendant ce concours-là, en fait, assez bêtement, j'ai découvert une vidéo sur sur des poissons des abysses. Donc tout le monde sait que la bioluminescence ça existe, c'est pas un scoop que les lucioles font de la lumière, mais à ce moment-là, quand je les ai vus, je me suis dit peut-être que eux en fait ont la solution. Et donc on a gagné le concours avec un projet qui au départ était lié à l'illumination des vitrines, parce qu'il y a une loi qui est passée en 2013 sur l'extinction des vitrines et des bâtiments tertiaires la nuit pour des questions à la fois de pollution lumineuse et de consommation. Et donc tout simplement on s'est dit que c'était peut-être la réponse, sans avoir sans avoir jamais vu de bioluminescence déjà pour commencer, et en ayant des indices, parce que c'est quand même un phénomène qui est utilisé beaucoup en laboratoire depuis une trentaine d'années, mais bon, sans savoir vraiment où on allait. Et puis tout ça, ça a fait un petit peu boule de neige, et il y a plein de choses qui se sont passées en gagnant ce concours, ce qui a fait que 4 ans plus tard, on est une entreprise d'une petite vingtaine de personnes. On regarde la démo. Alors, je vais peut-être passer, donc ça, ce que je vous disais, le conseil est simple, c'est que la nature, en fait, elle a probablement beaucoup de solutions qu'on cherche, parce que la nature, c'est juste l'usine la plus propre. Il n'y a pas de déchets, tout est recyclé, et surtout, toutes les solutions sont faites pour être le plus efficace possible. Et donc, si on peut, grâce à des technologies comme la biologie synthétique, copier tout ça, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? On parlait tout à l'heure des conséquences de l'éclairage, c'est 15% de la consommation électrique mondiale, c'est presque 2 milliards de tonnes de CO2 émis par an, et qui ne comprennent pas toute la partie de la production des LED qui sont aujourd'hui un vrai problème. On en parle peu, mais les LED sont faites à partir de métaux précieux et de terres rares, qui est en train d'être une catastrophe en fait, écologique, au même titre que toute la partie digitale, etc. Parce que c'est extrait, donc ce sont des mines qui sont ultra polluantes, et il faut des tonnes et des tonnes de prélèvements pour quelques petites milligrammes de ces terres rares. Il y a déjà certains de ces métaux qui sont en voie de disparition après seulement 15 ans d'exploitation, sachant que la demande est grandissante, donc c'est aussi un gros problème. Et puis la troisième chose, c'est effectivement la pollution lumineuse, dont on parle aussi assez peu, mais qui a un impact à la fois sur la biodiversité, parce qu'il faut savoir qu'un lampadaire posé, c'est 200 mètres aux alentours d'insectes qui, en gros, disparaissent. Et donc forcément, ça a des conséquences sur tous les écosystèmes. Et donc voilà, et donc chez Goya, on travaille à passer de systèmes de lumière électrique à des systèmes de lumière biologique par une... On peut revenir sur la slide précédente. Moi j'aime bien l'ampoule de demain. Hein. Sympa, non, au niveau design, non? Il faut savoir qu'aucun animal n'est blessé dans le processus. C'est important à savoir. Je vais vous expliquer pourquoi on ne tue pas des pauvres petites méduses. En fait, la bioluminescence, elle existe à des niveaux qui sont des niveaux bactériens. Et donc, dans l'ADN de bactéries qui vivent notamment en symbiose chez des organismes comme le calamar, se trouve cette formule pour la réaction chimique de bioluminescence. Donc, nous, on vient utiliser ces gènes-là uniquement, qu'on synthétise. Puis notre métier, c'est finalement d'ingénierer ensuite des micro-organismes qui sont cultivés en laboratoire pour les rendre le plus performants possible en termes de production de lumière, que ce soit sur la forme de l'intensité ou de la stabilité dans le temps, par exemple. Et puis ensuite, une fois qu'on a les meilleures bactéries, et ben on vient les cultiver. Et c'est un des gros avantages, c'est que ça se cultive de manière exponentielle à l'infini, et donc c'est une ressource qui est finalement totalement illimitée. Et ensuite, une fois qu'on a ces bactéries qui sont capables de produire de la lumière, on les mélange à un milieu nutritif, et on vient les encapsuler de différentes manières pour en faire des produits de lumière. Donc voilà, l'idée chez nous, c'est pas de créer un produit, c'est vraiment de créer cette matière première cultivable qui va pouvoir aussi prendre plusieurs formes et offrir des nouvelles possibilités sur le plan architectural, par exemple, de l'utilisation, puisqu'elle va pouvoir être sous forme solide, sous forme liquide, donc sous forme de mur, sous forme volumique, sous forme surfacique, et donc ça va aussi permettre de repenser totalement la manière dont on met en lumière finalement ce qu'on veut éclairer. Donc voilà, ça illustre un peu ce que je vous disais. Nous aujourd'hui on travaille sur 3 technologies principalement. Une technologie qui est solide, où là on va être sur des durées d'à peu près 1 semaine aujourd'hui, où ça va plutôt être pour des usages un peu éphémères, un peu événementiels. Une deuxième technologie qui va pouvoir être intégrée dans des produits
pour avoir de la lumière sur demande, par exemple dans tout ce qui va être sport, loisirs, cosmétiques, packaging. Et puis une troisième technologie où là l'objectif c'est vraiment de répondre aux enjeux de la lumière en tant qu'infrastructure, donc de la lumière continue, où on va en fait créer un produit qui s'appelle un bioréacteur et donc qui fait que on va pouvoir alimenter la culture bactérienne en continu pour avoir de la lumière sur la durée. Je vais vous passer un peu le détail de tout ça. L'objectif pour nous, c'est de s'adresser aujourd'hui à deux marchés sur le marché des lumières durables, à la fois un côté sur de la lumière intérieure, parce qu'il faut savoir que la bioluminescence, le gros intérêt qu'elle a, c'est qu'en plus d'être une lumière qui est écologique et donc qui va réduire l'impact environnemental, c'est une lumière qui a des bienfaits en termes de longueur d'onde, notamment sur la santé, qui a des bienfaits à la fois relaxants, qui a des bienfaits sur la capacité de créativité et de productivité, et qui a des bienfaits sur les fonctions cognitives, et qui va aider par exemple à retrouver des rythmes circadiens. Donc ça c'est la particularité de cette lumière bleu-verte, en plus d'être très douce et très belle, et donc de créer des ambiances totalement différentes. Donc on commence aujourd'hui à travailler, et c'était l'enjeu à Dubaï notamment, sur des installations dans le monde du bien-être, pour ensuite continuer la recherche, pousser encore plus loin la performance de la technologie, pour aller pouvoir faire du mobilier urbain, de la façade de bâtiments, de l'illumination de souterrain, de l'illumination de parcs et jardins, enfin, des usages un peu plus extérieurs, je dirais. Si on regarde l'équation totale, parce que je vous disais que donc, on parle de vivants, hein, donc à un moment donné il faut quand même les nourrir. Nos microbes, nos microbes, je parle en français, on va dire plutôt micro-organismes, oui. C'est moins méchant. Ils se nourrissent en fait de déchets d'autres industries. Donc la première version qu'on développe aujourd'hui, les micro-organismes se nourrissent en fait de déchets qui viennent de l'industrie du pétrole. Et donc ça nous permet vraiment de boucler cette boucle, sachant qu'en fin de vie, c'est 100% organique. Donc on va avoir deux manières de faire. Soit on va pouvoir neutraliser ces bactéries et les remettre dans les réseaux d'eau, donc on n'a aucune trace sur l'environnement. Soit on va pouvoir utiliser cette biomasse pour la revaloriser derrière, et soit créer des nouveaux biomatériaux comme du biobitume, soit l'utiliser pour faire de la biométhanisation ou de l'incinération pour créer de la chaleur. Donc l'idée c'est vraiment de s'inscrire dans cette boucle, de copier finalement ce que fait très bien la nature, et donc d'avoir cette équation globale. Et la deuxième technologie qu'on développe, les micro-organismes se nourrissent à partir des eaux usées. Donc notre vision, c'est vraiment de réussir à avoir un système qui va se plugger à l'échelle d'un bâtiment ou d'une ville ou enfin une échelle locale sur les eaux usées. Les bactéries vont se nourrir donc en dépolluant l'eau de d'urée, de nitrate et de métaux lourds. Et donc grâce à ces déchets-là, on va pouvoir générer la lumière à l'échelle d'un bâtiment par exemple. Willy, je crois que vous vous êtes rencontrés déjà. Oui, c'est rencontré il y a plus d'un an maintenant chez Cécile. Et on avait commencé à regarder la notion de prototype des éclairages du couloir. Est-ce que l'échelle a pu progresser? Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, notamment avec cette lumière liquide, en fait, qu'on arrive maintenant à produire en continu sans trop de problématiques. Les enjeux aujourd'hui sont toujours sur l'augmentation de l'intensité pour que notre lumière puisse rentrer en compétition avec d'autres sources de lumière. Aujourd'hui, si on veut une salle éclairée, ça suffit très bien. Et même, par contre, si on la met en compétition avec notre type de lumière, ça reste encore un peu compliqué. Donc, d'où l'intérêt de continuer cette R&D. Et le deuxième point qu'on a réglé, c'est justement cette partie nutriments qui nous a permis de réduire beaucoup le coût. Au départ, c'était certains types de sucre en fait, qui coûtaient assez cher. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait récupéré une matière première qui coûte rien et qui est en plus un déchet, fait que du coup, le système devient vraiment pérenne et stable sur des usages intérieurs. On a encore une étape à franchir pour aller sur l'extérieur, notamment sur l'adaptabilité aux températures. Parce que pareil, on parle de vivant, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. L'objectif du premier produit donc pour l'intérieur, c'est d'avoir les premières installations dès 2019. Donc on verra les vitrines des galeries. Si la réglementation française. Oui, c'est ça. En fait, comme c'est une lumière qui est différente, donc c'était juste des petits prototypages sur les parties du back-office. En fait. Donc là, on a une question plus adaptable. Sylvie, tu voulais... Oui, je me demandais si c'était des présentations en France. Parce que... Alors sur la partie, aujourd'hui on fait surtout beaucoup d'installations éphémères. Sur cette partie-là, on n'a pas de problème réglementaire. L'idée sur cette partie éphémère, c'est à la fois de faire découvrir cette qualité de lumière qui est juste magnifique et qui crée vraiment un univers. Et puis ça permet aussi de... On a conscience que quand on parle d'innovation de rupture comme ça, il ne s'agit pas juste de remplacer une ampoule. Et donc c'est important d'en parler, d'expliquer pourquoi, comment, etc. Donc ça c'est sur la partie événementielle et les lumières éphémères. Sur la partie continue, aujourd'hui, on n'a pas le droit de sortir de notre laboratoire en France.
Si d'ailleurs vous êtes intéressé de venir la voir, vous pouvez venir avec plaisir dans nos laboratoires à Évry. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on regarde à l'étranger, parce que c'était pas vraiment un problème pendant les 3 premières années, parce qu'on n'avait pas grand chose à sortir qui valait vraiment le coup d'être sorti sur ce terrain-là. Maintenant que c'est le cas, on veut avancer. Maintenant, ça fait 3 ans que je travaille avec les différents gouvernements et que voilà, ça se passe très bien, le projet est très bien reçu, il a été primé par la France, il est financé par la France, mais quand il s'agit de faire changer les lignes, c'est un peu plus long. Une autre question, c'est sous quelle forme pour l'événementiel? Alors en fait, ce sont des petites... j'ai un peu passé vite là, mais en gros, ce sont des petites unités de lumière. Il y a plusieurs types de tailles, des ronds, des carrés, des surfaces un peu plus grandes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des scénographies pour créer des univers adaptés. On voit quelques-unes sur cette slide-là. On travaille beaucoup sur le thème de la ville de demain, en essayant de faire se projeter. On a également fait, par exemple, une installation avec Adidas qui lançait sa chaussure faite à partir de déchets recyclés des océans. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. C'est le gros avantage d'avoir une matière première et qu'on peut transformer. Une autre question, comment elles sont connectées ensemble et comment on les éteint et on les allume? Alors en fait, sur la partie éphémère là, nous on démarre la réaction dans le système, et une fois qu'elle a démarré, elle va durer pendant à peu près 7 jours. On ne peut pas l'éteindre. Et si vous pouvez poser vos questions un petit peu plus fort, parce que... Et est-ce que vous avez envisagé déjà des solutions qui ne sont pas éphémères, qui sont permanentes? Et si oui, ça implique quoi en matière de maintenance, renouvellement? Donc justement, la solution éphémère, c'est celle-ci, et elle est éphémère pour 2 raisons. Alors il faut savoir que éphémère, aujourd'hui c'est 1 semaine. Il y a encore 1 an et demi, on était sur 5-6 heures de lumière à intensité max. Aujourd'hui, on a quand même bien pérennisé tout ça. On ne pourra pas le faire durer ad vitam aeternam ce système-là, parce qu'il y a un moment donné où il n'y a plus de nutriments, puisqu'on a un système clos. Donc ça, c'est pour ce système-là. Par contre, le système liquide, donc celui-ci, le gros avantage d'être traité en liquide, bon déjà, on va multiplier le volume, donc en termes d'intensité, en fait, c'est déjà beaucoup plus avec la même performance de chaque micro-organisme. Et ensuite, avec le système liquide, on va pouvoir injecter les nutriments quand il n'y en a plus, et évacuer les micro-organismes morts quand il y en a trop, qui sont les 2 raisons pour lesquelles la première technologie est éphémère. Donc c'est ce système-là aujourd'hui qu'on travaille en continu. Et donc effectivement, c'est plus un problème de durée de vie, mais c'est un problème de maintenance. Et donc nous, on travaille justement à réduire au maximum le besoin qu'ont les micro-organismes pour produire la meilleure lumière. Et surtout, le système qu'on travaille, il est automatisé. Donc il y a une cuve en fait qui contient les nutriments, et ils vont se diffuser quand les bactéries en ont besoin. Et vous avez différentes fréquences de bleu? Alors aujourd'hui, on a une longueur d'onde qui est une sorte de bleu-vert. Alors vous voyez sur les photos, ça ne rend pas toujours pareil. À l'œil, c'est un bleu-vert factuellement, là, cette longueur d'onde-là. À l'œil, c'est un peu moins marqué dans le bleu ou dans le vert. C'est pas du blanc, mais voilà. Il y a beaucoup de couleurs qui existent dans la nature, donc il est possible d'avoir différentes couleurs. Changeant les nutriments, par exemple? Alors c'est pas en changeant les nutriments, il y a 2 manières de faire, soit en changeant carrément l'ADN qui vient d'une autre espèce, que celle qu'on utilise aujourd'hui, soit, alors la méduse utilise un système de transfert de bioluminescence vers de la fluorescence. Donc la différence, c'est que la fluorescence, elle a besoin d'une source de lumière extérieure pour être stimulée, pas de la bioluminescence. Donc la méduse, elle a des gènes de bioluminescence qui sont assez faibles, mais qui lui permettent, c'est sa source de lumière pour générer de la fluorescence. Et après, donc en termes de protéines fluorescentes, il y a beaucoup plus de choix que dans les protéines bioluminescentes. Et donc c'est comme ça que nous, on peut transférer cette technologie-là pour faire un transfert d'énergie dans nos systèmes à nous. Ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille également. Une dernière question, oui? Moi, je voulais savoir, c'est de quel type de déchets qui se nourrissent les micro-organismes? Alors aujourd'hui, on travaille avec du glycérol dans un premier temps. On travaille avec un substrat aussi qui vient de l'industrie du bioéthanol, qui est encore petite, donc c'est pas forcément le substrat le plus pratique aujourd'hui à trouver. Et un troisième substrat qu'on est en train de développer qui est un déchet de l'industrie du lait. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les pas d'avancement pour que la réglementation en France bouge? Alors, on a quelques citoyens corses ici. Hein. ça peut effectivement être un avantage. Il y a des méduses. Oui. Il y a des méduses. Oui. C'est compliqué, c'est compliqué sur le réglementaire parce que... C'est comme pour le véhicule autonome. C'est des sujets qui sont sensibles, donc c'est compliqué de passer outre parce qu'on pourrait très bien se dire bon bah il n'y a pas vraiment de cadre, donc on va ailleurs. Puis maintenant je suis un peu fichée, donc je peux plus faire ça. Parce que j'ai voulu faire les choses bien, donc j'ai été voir tous les acteurs concernés. Si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas à la partager. Ça dépend. Alors il y a un espoir, et tu dépenses combien d'énergie pour ça? Ah ben, alors j'en dépense de moins en moins en France parce que ça fait quand même 3 ans que j'en dépense beaucoup. Je suis montée au plus haut que je pouvais monter, que ce soit au niveau de l'Élysée ou au niveau de tous les ministres.
à chaque fois ça redescend au même niveau qui est un niveau d'expertise technique, qui en gros refuse un peu de faire l'expertise parce que du coup on ne rentre pas dans la case. Par contre, il y a des procédures qui existent en Belgique, donc là on est en train de faire une procédure en Belgique, des procédures qui existent aux US, et après il y a d'autres pays comme Singapour, comme la Chine, comme Dubaï, qui du coup nous autorisent à le faire. Donc, Sandra, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'était clair.